Bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours au Mobile World Congress 2019 à Barcelone. L'événement touche à sa fin puisque beaucoup d'entre nous repartent ce soir. On a quelques personnes qui vont travailler jusqu'à demain. Et donc on s'est dit voilà, c'est le moment de faire un petit bilan à chaud parce qu'on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir, les grandes tendances. Et pour ça, j'ai le plaisir d'avoir Rémi des Numériques que vous connaissez déjà forcément, mais aussi des confrères. On a Jérôme de CNET France, bonjour Jérôme, et également Guillaume de ZDNet. Bonjour messieurs, en tout cas je suis content de vous avoir avec nous pour ce bilan. Alors globalement, on va en parler plus dans le détail, mais c'est vrai qu'il y a eu deux grandes tendances sur le salon qui s'est dégagé. On a beaucoup parlé de deux sujets principaux. Bien sûr, la 5G qui est partout sur le salon et également les écrans pliables, les smartphones pliables. Il y a eu évidemment Huawei qui a un peu créé l'événement avec son Mate X, mais il n'y a pas eu que Huawei, il y a eu plein d'autres exemples de smartphones pliables. Peut-être on va commencer par la 5G. Je sais que notamment Guillaume, toi c'est un sujet que tu suis beaucoup sur ZDNet. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as ressenti par rapport à la 5G sur cette édition du salon ? Oui, alors bonjour à tous, c'est peu dire que la 5G est quand même le mot-clé de ce salon cette année. Et la grande question pour les opérateurs téléphoniques, c'est quand est-ce qu'on déploie et à quoi ça va servir ? Quels vont être les cas d'usage qui vont permettre de monétiser de la 5G auprès du grand public et des professionnels ? Mais avant ça, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait quand même une question politique essentielle qui pouvait limiter le déploiement de la 5G dès à présent. En fait, l'affaire Huawei empoisonne tout l'écosystème et les opérateurs français comme les opérateurs européens sont dans une impasse aujourd'hui. Stéphane Richard l'a dit hier soir dans un dîner, il l'a évoqué très clairement, il a euphémisé un peu en disant on a un problème de supply chain. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne sait s'ils vont être en capacité de déployer de la 5G si Huawei vient à être interdit d'activité en Europe. Donc ça c'est vraiment le point, je dirais, crucial de ce salon. Et Maria Gabriel, la commissaire européenne qui était présente sur scène hier, a tenté d'apporter une réponse à l'industrie en expliquant que très vite l'Europe apporterait une solution. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Donc avant de penser cas d'usage, avant de penser modèle économique, il y a cette question Huawei qu'il va falloir que l'écosystème résolve avant d'aller plus loin. Donc moi, c'est vraiment le point que je retiendrai de ce que peut être l'actualité de la 5G sur le salon. Ok, merci beaucoup Guillaume pour cette précision. Alors je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur la 5G. Moi peut-être dire c'est vrai que les usages, il y a eu plein d'usages, ils ont montré plein de choses, mais les usages concrets, surtout la valeur ajoutée par rapport à la 4G, elle n'est pas évidente. Il y avait un peu de cloud gaming qui était là un peu partout sur le salon, notamment Shadow, la boîte française Shadow dont on a beaucoup entendu parler, qui faisait des démos en 5G sur le stand de Qualcomm notamment. Je ne sais pas si Jérôme, Rémi, vous avez un truc à dire sur la 5G, peut-être Jérôme ? Non, en fait c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est qu'aujourd'hui en 5G, les usages en fait qu'on va avoir en 5G sont pour la plupart déjà possibles en 4G. Donc la valeur ajoutée est assez limitée. En revanche, comme tu dis très bien, pour le cloud gaming, c'est la seule vraie chose qu'on voit en fait sur le salon, c'est du cloud gaming en 5G. Le reste, c'est juste du plus rapide, du moins de latence, du moins d'encombrement des antennes, etc. Mais c'est vrai que y a rien il n'y a pas de valeur ajoutée supplémentaire par rapport aux usages qu'on a déjà aujourd'hui en fait, voilà, tout simplement. Ok, Rémi ? Alors mon cher Jérôme, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est un peu mon rôle de pas être d'accord avec les autres, faut le savoir. En fait, effectivement, c'est vrai que quand on parle de cloud gaming ou de toutes les démos en fait qui sont faites de la 5G, on a l'impression que c'est des choses qu'on peut déjà faire. La seule chose, c'est que maintenant, on va pouvoir avec la 5G les faire mieux, les faire plus efficacement. C'est ça aussi, c'est que la 5G, ça va pas être simplement une nouvelle 4G, c'est que à terme, ce qu'on voit surtout, c'est que ça risque de remplacer le Wi-Fi en fait même. C'est-à-dire que ça va être une connexion qui va être pour tout. C'est que la 5G va remplacer à peu près toutes les connexions qu'on va avoir pour de la data. Et bien sûr qu'il va y avoir des questions de débit plus importantes qui vont être importantes. Bien sûr qu'il va y avoir des questions de latence qui sont très importantes, mais on a des usages comme la voiture connectée qui sont ultra dépendantes en fait de ces questions de latence parce que t'as pas le temps quand tu pilotes une voiture par ce mode-là d'avoir la moindre latence. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant. En fait, le problème c'est que c'est très dur à montrer parce que aujourd'hui on est sur des très très petites échelles en fait de démonstration. Et la 5G, c'est un modèle qui va fonctionner à très grande échelle. Et donc c'est pour ça que les démonstrations sont un peu caduques parce que en fait elles sont pas basées sur ce que ça va apporter réellement. Aujourd'hui on essaye de montrer ce que ça va apporter mais on n'y arrive pas parce que
En fait, la 5G, elle n'a un intérêt que quand elle est faite à très large échelle. Et elle va apporter énormément de choses intéressantes sur des connectivités même de tous les jours. C'est-à-dire que sur une même antenne, quand tu as 10 personnes qui sont connectées, voire 100 personnes, si tu en as 50 qui font de l'échange de messages sur WhatsApp, tu en as 20 qui font du streaming vidéo et tu en as 10 qui font du streaming de jeux vidéo, ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Et c'est là où la 5G va apporter une réponse, c'est-à-dire qu'elle va être capable de répartir aussi les charges sur chacun des utilisateurs. Enfin, voilà, il y a tout cet usage-là en fait qui est impossible à montrer puisque on est incapable aujourd'hui de mettre en place des démonstrations qui soient suffisamment à grande échelle pour être vraiment perspicaces. Et c'est un petit peu pour ça. Et effectivement, mais après je te rejoins sur le fait que les démonstrations qu'on a de la 5G, c'est un peu naze quoi. Je suis désolé, quand t'as un mec qui te fait un concert, alors t'as la batterie et la guitare qui est à 10 mètres du mec qui fait de la basse et le chant. Oui, non, c'est pas hyper impressionnant. Mais ils font ce qu'ils peuvent pour essayer de nous montrer que ça va être cool la 5G. Mais bon, comme nous a dit Guillaume, de toute façon, on n'est pas vraiment prêt d'y goûter. Donc ça reste très présent, mais en fait très éloigné à la fois. Mais en attendant, on n'a jamais été aussi près de la 5G et c'est aussi ça qu'on sent sur le salon. Je crois que même au CES, on n'a pas entendu parler autant de 5G que là maintenant. Et surtout maintenant, on commence à avoir des produits 5G, c'est-à-dire notamment des smartphones 5G, des hubs 5G, enfin voilà, on sent qu'il commence à y avoir du produit pour les consommateurs. Et c'est ça aussi qui me manquait jusqu'à présent, c'est que le consommateur, en fait, il comprenait rien aux histoires d'antennes, de fréquences, de législation. Enfin, toutes ces choses-là sont hyper complexes et c'est là où, en fait, un salon comme le Mobile World Congress apporte aussi un petit peu d'explications sur quels sont les produits qui vont profiter de la 5G. Le smartphone, bien sûr, est roi ici, donc c'est le premier à être mis en avant, mais il y a plein de choses en fait qui dépendent de la 5G. Oui, bah c'est vrai. En tout cas, bon, ce qui est sûr, c'est que la 5G, on va encore entendre parler pendant des années. L'année prochaine, ça va être encore un salon, je pense, marqué sous le sceau de la 5G avec des usages peut-être plus concrets. On n'est pas prêt de l'avoir concrètement, nous, en France ou en Europe, de manière déployée l'année prochaine, en tout cas. On va peut-être passer à l'autre tendance du salon, évidemment, c'était donc les smartphones à écran pliable. On a commencé à avoir des choses au CES, avec notamment le Royal qui présentait le FlexPi. Il y a eu ensuite le Galaxy Fold, annoncé il y a à peu près 2 semaines de cela. Là, cette année, il y a eu pas mal d'annonces, beaucoup de constructeurs qui viennent avec leurs solutions. Évidemment, il y a le Mate X de Huawei qui a fait pas mal parler de lui. Il y a TCL, enfin bref, il y a beaucoup de smartphones pliables. Est-ce qu'au final, ce que vous avez vu, vous, des smartphones pliables, ça vous a globalement convaincu? Peut-être Rémi en premier? Tu gardes la main. Moi, j'aime pas passer en premier parce que je peux pas être d'accord avec les autres. Le smartphone pliable, on sent que c'est pour l'instant une excuse, un prétexte. On ne sait pas très bien à quoi ça sert. Les fabricants non plus d'ailleurs. Les fabricants n'ont pas l'air d'avoir hyper confiance dans leurs produits parce que ce soit Samsung qui travaille dessus depuis 2012 ou Huawei qui annonce travailler dessus depuis 3 ans. Aucun des deux n'a laissé largement le public, et même les journalistes en fait, prendre en main leurs produits. Donc ça montre quand même que les mecs arrivent avec des prototypes, qu'ils ne sont pas très certains de leur technologie. Au-delà de ça, c'est surtout qu'en fait on ne sait pas très bien comment le vendre. Est-ce qu'on vend ça comme un truc où il y aura des usages nouveaux ou est-ce qu'on vend ça comme un truc où, en fait, qui va regrouper tous les usages? Est-ce que ça va être en fait un smartphone / tablette / ordinateur portable ou est-ce que ça va être un truc totalement nouveau? Pour l'instant, ils sont pas bien d'accord, ils sont pas tous sûrs de ce qu'ils vont faire. Tout à l'heure, j'ai discuté avec le PDG de Royal qui est le seul en fait à mettre entre les mains des gens un smartphone pliable que tu peux manipuler comme tu veux. Eux, ils ont l'air assez confiants, mais en attendant, ce qu'ils proposent, c'est ni plus ni moins qu'en fait un smartphone qui se transforme en tablette. Qui est en plus un truc qui est impossible à mettre dans une poche. Enfin voilà, il y a énormément de contraintes de toute façon autour du smartphone pliable. Personne n'est d'accord sur la façon dont on va mettre en œuvre en fait le smartphone pliable. Il y a des form factors dans tous les sens. Chez TCL, ils montrent pas mal de formats qui sont assez différents les uns des autres. En gros, tout le monde sait que le smartphone pliable, enfin tout le monde croit savoir en tout cas que le smartphone pliable va être le relais de croissance aussi que cherche le marché du smartphone. Le marché du smartphone qui décroît pour la première année en 2018. Il faut trouver comment revendre des smartphones aux gens en fait. Et le smartphone pliable, ça semble être un peu la bonne idée du moment pour faire ça. Le seul truc, c'est que personne ne sait vraiment comment le faire proprement à mon avis. Donc j'ai pas vu de truc qui m'a particulièrement bluffé. Moi j'attendais Xiaomi, ils n'ont pas montré leur truc. Huawei, c'est peut-être aujourd'hui celui qui est le plus intéressant, mais c'est pas fou non plus.
Samsung qui bosse dessus depuis 2012, je trouve qu'ils sortent un truc. On a l'impression qu'en fait, ça fait 2 semaines qu'ils sont dessus. Enfin, je suis pas pour l'instant vraiment convaincu, moi, pour ma part, par le smartphone pliable, parce que je trouve que on y va trop vite en fait. Ils sont toujours pas prêts à expliquer ce que c'est, à quoi ça sert et surtout comment on va le faire. Toi, Guillaume, tu as peut-être un avis. Alors côté pro sur les smartphones, j'aurais pas beaucoup de choses à ajouter en plus de ce qui vient d'être excellemment dit par Rémi. Maintenant sur les devices, il y a quand même eu une grosse annonce. C'est la seconde version de HoloLens qui a été annoncée sur le salon dimanche soir. Et là, il y aurait peut-être un peu à creuser pour les professionnels. D'ailleurs, la présentation s'est faite exclusivement à destination des professionnels. La seconde version, elle promet un champ de vision 2 fois plus important que la première version et 1 500 € de moins par rapport au prix pratiqué sur la première version. Ça peut être un relais de croissance intéressant pour Microsoft qui se positionne quand même sur le hardware avec Surface, avec HoloLens, etc. Et puis, ça peut être aussi un moyen pour eux de transformer l'essai de la première version. Selon mes informations, le nombre le plus important d'HoloLens qu'ils ont vendu à un client, Microsoft, avec la première version de HoloLens, c'est 120 unités. Donc 120 unités, même si l'appareil coûte relativement cher, même s'il y a du service, même s'il y a du support derrière, on ne fait pas un modèle économique avec ça de mon point de vue. Peut-être qu'avec la seconde version de HoloLens, qui est vraiment destinée au métier de la santé, au métier de l'architecture, du BTP, ils vont continuer à creuser ce canal et pourquoi pas se créer un véritable marché. Toi, Jérôme, est-ce que tu veux rajouter un truc sur les smartphones pliables? On pourra revenir dessus. Est-ce que tu es d'accord avec Rémi déjà? Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il dit? Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec Rémi. Voilà, parce qu'il faut quand même chacun son tour. Non, je trouve que tu es un peu dur avec Samsung en disant que le produit n'est pas fini. Au contraire de Huawei, justement, qui lui a sorti un très beau device, mais avec peu d'usage. Samsung a sorti un produit qui était déjà plus raffiné au niveau du logiciel. On l'a vu notamment avec le multitâche, avec 3 apps, donc, qui est une vraie nouvelle possibilité. Aujourd'hui, on est limité à 2. Alors oui, effectivement, c'est peut-être un détail, mais bon, n'empêche qu'ils ont quand même peut-être plus réfléchi à l'usage que Huawei. Et je trouve aussi que Samsung a un produit qui est quand même plus design, plus joli, plus raffiné. Alors attends, je termine. En revanche, c'est vrai que clairement, le Mate X a plus de gueule, c'est clair, quoi. D'avoir un vrai écran, j'ai plus en tête la diagonale, mais c'est autour de 6 pouces, je crois. 8 pouces en vert et 6 pouces égal. Voilà, 6 pouces fermés. C'est sûr que tu as l'impression d'avoir un vrai smartphone, voilà, qui se plie. Alors que Samsung doit avoir un nouveau device qui, en plus d'un écran, a un écran pliable. En fait. Donc c'est pas tout à fait la même logique. Maintenant, chez Huawei, il y a un problème qui, moi, va être, à mon avis, d'usage. C'est que comme l'écran se retourne vers l'extérieur, en fait, il n'est pas protégé. Or, il faut quand même savoir que sur un téléphone pliable, l'écran est en plastique, puisque c'est du plastique OLED en fait, donc du coup qui est très sensible aux rayures. Donc je crains quand même, je te vois faire la moue, mais je crains quand même qu'au fil du temps, on se retrouve avec une partie de l'écran qui en fait est rayée alors que l'autre est nickel. Voilà, moi ça m'inquiète un petit peu. Ensuite, Huawei a clairement, ça a de la gueule, c'est clair, ça a de la gueule quoi. Maintenant, je suis peut-être moins confiant à long terme, alors que j'ai plus confiance en Samsung pour le coup. Bon, alors peut-être un droit de réponse de Rémi pour conclure sur le sujet du pliable avant de passer à autre chose. Non, mais c'est juste revenir sur le problème de l'écran qui est exposé. En fait, justement, j'en parlais avec Royol tout à l'heure. Et ils expliquaient qu'en fait, un écran pliable, justement en plastique OLED, et pas plus fragile qu'un écran classique en fait, parce que justement eux ils font la démonstration, Royol, tu sens qu'ils ont confiance en leur produit, ils le font tomber, voilà. Mais tu parles de quoi, des rayures du coup? En fait non, parce que je suppose qu'ils ont quand même bossé là-dessus aussi, et en vrai les écrans de smartphone aujourd'hui se rayent quand même plus tellement non plus. Mais justement, je pense que c'est ce que me disait le mec de Royol, en fait le verre reste malgré tout plus sensible que le plastique aux rayures. Donc c'est quand même un matériau qui est plus souple, qui est donc moins sensible aux rayures. Enfin, ça n'a pas de sens du coup de craindre pour les écrans de smartphones pliables. Bon, non mais vous n'êtes pas d'accord. Alors, est-ce que bon, allez, vous battrez hors antenne si vous voulez. Ouais, il y aura une deuxième vidéo pour le versus. Ouais. Allez, on va peut-être conclure tranquillement cette vidéo, peut-être rapidement un tour de table, j'allais dire un tour de transat plutôt, allez, sur un produit, un truc qui vous a vraiment marqué sur le salon, même si c'est un truc pliable. Hein. Et on commence par Jérôme peut-être.
Ouais, alors paradoxalement, on savait que Sony était un peu en train de, de ronronner dans son coin. Ils ont sorti le Xperia One, ou 1, je sais pas comment ils le prononcent, qui est au format 21/9 que je trouve assez intéressant de la part de Sony parce qu'ils prennent des risques en fait. Alors oui, c'est pas un smartphone pliable, c'est pas quelque chose qui fait halluciner, qui surprend, voilà. Mais juste de la part de Sony de tenter en fait un format différent. On a un produit en main qui est super joli, qui est agréable, qui est du coup très allongé, qui tient bien dans la main. Je trouve ça cool visuellement, je trouve ça sympa, je trouve que c'est très pratique pour les gens qui regardent beaucoup de vidéos, notamment du cinéma sur leur téléphone. Ça a d'autres problèmes qui sont évidemment l'accessibilité au menu du haut, etc. Mais je trouve que Sony a le mérite quand même d'essayer quelque chose de nouveau et de ne pas se contenter de faire un énième smartphone en encoche qui est un peu plus grand, un peu plus joli, avec un écran un peu mieux, etc. Je trouve que c'est à leur honneur, voilà. Rémi ? Bah alors là, je suis vachement emmerdé moi parce que en fait, je suis d'accord avec Jérôme ça m'embête vraiment. Non, je suis d'accord avec lui. Je trouve que le Sony Xperia One est peut-être le produit qui ressort le plus parce que en fait, Sony, on l'attend plus vraiment sur le marché du smartphone. On sait qu'ils reviendront pas. Ils savent qu'ils reviendront pas au niveau de Samsung. Mais en attendant, ils continuent. Et en fait, ils ont su faire un lien entre leur smartphone, leur activité sur la télé, leur activité même dans la création de contenu, cinématographique notamment, même musical. Et en fait, ils savent raconter une histoire maintenant autour d'un produit. Ils construisent, on va dire, une espèce d'écosystème un peu cohérent à la hauteur de ce qu'ils espèrent faire sur le marché du smartphone. Et en fait, ils se différencient plutôt que d'essayer d'arriver 6 mois après, comme ils le faisaient depuis quelques années, pour recoller un peu à la concurrence. Là, ils se disent, bon ok, la concurrence, ils nous ont décroché, on en a conscience, mais du coup, on va quand même continuer à faire des trucs, et des trucs en fait qui nous correspondent. Et je trouve que c'est malin, parce que ça leur permet de se créer une identité en fait sur un marché où ils avaient perdu leur identité. Sony, il n'y a pas si longtemps, ils avaient une vraie identité sur le smartphone. On les attendait dessus. Et là, aujourd'hui, en fait, ils ont su retrouver un peu de légitimité, en fait, et même de créativité. Enfin, voilà, on sent qu'ils ont eu une idée, qu'ils s'y tiennent. Je trouve ça intéressant. La prise de risque, elle est quand même pas si commune, en fait, sur le marché du smartphone, où tout le monde se suit. Donc là, voir Sony qui lance un truc comme ça, bah moi je trouve ça cool et comme Jérôme, j'ai envie de soutenir. Alors moi j'ai plus assisté à des conférences que visité des stands. Néanmoins, j'ai pu m'asseoir dans une Model 3 puisque Tesla exposait son nouveau véhicule tant attendu. J'ai pu regarder un peu à quoi ça ressemblait à l'intérieur. Et pour reboucler avec la 5G qu'on évoquait en début d'émission, Elon Musk a annoncé l'autonomie complète de ses véhicules d'ici à la fin de l'année. Bah, là encore, on a très envie d'y croire, mais sans une 5G déployée avec un temps de latence qui permette justement une autonomie du véhicule, ça va être très compliqué. Donc voilà, ça m'a fait briller, mais ça m'a fait briller les yeux, mais voilà, pour moi, ça reste encore du domaine du rêve. Voilà. Bah écoutez, super messieurs, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour toutes ces impressions et ce bilan. En tout cas, nous, il y en a qui vont profiter encore un peu du soleil barcelonais. Il y en a qui ont des avions à prendre, donc va falloir qu'on y aille. Voilà, merci. C'était sympa ce petit crossover ZDNet, CNET. C'est un peu les numériques. Ouais, Unify, c'est un peu les Avengers de la tech, tu vois. Bon, bref, à bientôt et on se voit à Paris. Ciao.